Quand on parle de science, on a tous déjà entendu des phrases du genre « Mais à quoi ça va nous servir ça ?» Ou encore « Mais pourquoi on dépense un fric monstre là-dedans, on aurait tellement d'autres choses à faire avec ?» Et il vous est peut-être même déjà arrivé de les prononcer vous-même. Alors même si c'est vrai, il n'est toujours pas évident de comprendre en quoi la construction d'un accélérateur de particules à plusieurs milliards d'euros, l'invention de nombres imaginaires mathématiques qui n'existent même pas, ou encore la création de ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 peuvent bien apporter à l'humanité, si ce n'est le simple fait de savoir que cela existe. Et pourtant, les retombées de ces découvertes de prime abord extrêmement compliquées et fortement inutiles, sont partout. Elles sauvent des vies tous les jours, nous permettent de nous diriger ou simplement rendent possible le fait que vous puissiez écouter ce podcast en ce moment sur votre téléphone. Alors c'est parti, tentons ensemble de comprendre à quoi ça sert. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mais à quoi ça sert, émission dans laquelle nous essayons de vous faire comprendre l'impact et les débouchés des nombreuses recherches et découvertes scientifiques fondamentales. Et aujourd'hui n'est pas coutume, donc nous allons parler d'une des grandes lois de la physique et surtout de son impact profond et total sur la société. On va parler aujourd'hui de l'étude de l'électromagnétisme. Alors pour certains, ça peut peut-être rappeler un peu de souvenirs d'école, bon ou mauvais, j'espère plutôt bon pour vous, et a priori on ne comprend pas très bien où tout cela veut en venir. Eh bien vous allez voir que la découverte des lois et principes physiques qui régissent l'électromagnétisme, les champs de force intuités par Faraday et formalisés par Maxwell conjointement, vont être à l'origine de ce qu'Einstein même qualifiera comme la plus grande découverte du 19e siècle, ayant eu le plus grand impact sur le 20e siècle. Et effectivement, l'électromagnétisme se matérialise dans tous nos appareils du quotidien. Les ondes radio qui ont permis le télégramme, puis le téléphone, l'électronique, la Wi-Fi et toutes les ondes que l'on peut imaginer, même celles des radios médicales, de l'ablation de tumeurs par radiofréquence ou même simplement le fait de faire chauffer votre poêle à induction ou de pouvoir écouter de la musique. Et comme d'habitude, je vais explorer ce vaste sujet en compagnie de Willy. Salut Willy. Bonjour Maxence. Bonjour à tous aussi. C'est vrai qu'on touche là à un domaine complètement fondamental qui a bouleversé la vie de l'humanité depuis un siècle, depuis un peu plus d'un siècle maintenant. C'est vrai que l'électromagnétisme a été un déclencheur du changement, mais quasi total, de la façon de vivre sur la planète Terre. Alors, juste une toute petite définition brève et puis après on rentrera dans les détails un peu plus techniques. Mais il faut savoir que dans notre réalité qui nous entoure, on a découvert que les choses étaient en interaction les unes avec les autres. La première interaction que tout le monde connaît, c'est l'interaction gravitationnelle. Vous savez qu'un objet tombe, il est attiré par la Terre est aussi, tout objet ayant une masse, il y a une interaction entre elles, voilà, on n'en parlera pas aujourd'hui, on en a déjà parlé ailleurs. Il y a aussi l'interaction forte, une interaction, ce qui permet au noyau à l'intérieur des atomes d'être cohérent. On ne va pas en parler non plus. L'interaction faible, c'est une interaction qui permet à des protons de se transformer en neutrons ou le contraire. Ça non plus, on n'en parlera pas. Mais on parlera de l'interaction électromagnétique qui nous entoure depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on observe la réalité qui nous entoure, depuis qu'on observe le monde. En fait, toutes les choses que l'on voit sont faites d'atomes et tous ces atomes qui se transforment en molécules, puis molécules qui se transforment en choses. Ça peut être un canapé, une planète, une chaise, un être humain, etc. Or, toutes ces choses, pour qu'elles se combinent entre elles, toutes ces choses ont besoin d'une interaction qui s'appelle l'interaction électromagnétique. Voilà, en gros, c'est de ça qu'on va parler. Tout le monde sait, bien sûr, depuis tout petit, qu'il existe des choses chargées, qu'on a définies comme étant positives ou négatives, ou neutres, voilà. Donc les choses positives attirent les choses négatives attirent les choses positives, ce qui fait qu'il peut y avoir une interaction qui fait que tout se crée, tout s'accorde, tout s'agglomère pour fabriquer l'immensité des choses qui nous entourent. Mais alors ça mais vraiment c'est de très loin, c'est juste pour définir qu'est-ce que c'est que l'interaction électromagnétique. Justement, on va partir un petit peu de ce que vous pouvez connaître sans doute un petit peu lorsqu'on dit électromagnétique, comme tu dis Willy, effectivement, les aimants, le plus, le moins, etc. Et c'est un petit peu, les connaissances qu'avaient tout au plus les scientifiques à l'époque, au tout début du 19e siècle. Et donc on va essayer de comprendre comment tout ce dont nous disposons aujourd'hui comme technologie a été rendu possible. Et pour ça, il faut remonter donc à ces débuts de 1800, une histoire assez incroyable
Et c'est l'histoire d'un jeune homme né d'une famille de paysans écossais plutôt pauvres et n'ayant reçu qu'un enseignement de base et qui pourtant va se passionner pour la science et va conduire à la découverte de propriétés de l'électromagnétisme, Michael Faraday. Alors Faraday commence donc sa vie professionnelle en tant qu'assistant dans un atelier de reliure et donc répare des livres toute la journée. C'est comme ça qu'il va tomber sur des ouvrages scientifiques qu'il va dévorer. Et puis par la suite, il devient assistant de laboratoire. Et puis petit à petit, sa curiosité et sa sagacité vont le mener à donc toutes ces découvertes. Preuve donc qu'il ne faut pas se laisser abattre par le fait de ne pas avoir de compétences, de notions scientifiques pour observer et essayer de comprendre le monde. Tout commence donc en 1820, quand Hans Christian Ørsted découvre l'électromagnétisme. Comme l'a dit Willy, donc vous avez l'électricité et puis le magnétisme, et donc cette personne a découvert que les deux étaient liés. Pour cela, il a fait passer un courant à travers un fil et a observé qu'une petite aiguille d'une boussole posée à côté bougeait. Et donc en conséquence, c'était le signe que le courant induisait un champ magnétique qui faisait bouger l'aiguille. Fort de cette découverte, Faraday donc et d'autres scientifiques imaginent que si cette expérience est capable de faire bouger une aiguille, alors peut-être on pourra faire tourner un petit objet, ce qui aurait donc permis de créer un moteur. Et dès 1821, Faraday conçoit le premier moteur électrique, l'ancêtre commun de tous les moteurs électriques d'aujourd'hui, que ce soit dans les voitures électriques, les perceuses, les brosses à dents électriques et j'en passe. Et donc bien sûr ce premier moteur était bien plus modeste. Il consistait en un espèce de récipient conducteur en métal dans lequel était versé du mercure. Et au milieu de ce récipient était un petit aimant. Et puis suspendu au-dessus de ce récipient, un fil qui était plongé dans le mercure. Et lorsqu'on appliquait un courant, le fil se mettait à tourner. C'est une expérience assez sympa que je vous invite à reproduire, que vous pouvez trouver des tutoriels assez facilement et vous pouvez tout simplement le faire en remplaçant le mercure toxique par de l'eau salée tout simplement. Et alors Willy, justement, comment cette expérience fonctionne? En tout cas, qu'est-ce que ça met en évidence? Comment il a réussi à créer ça? Alors, comment ça marche? Voilà, c'est vraiment c'est le fondamental, parce que je veux dire, tout autour de nous, il y a des moteurs électriques dans tous les sens. En fait, on va commencer par regarder un peu ce qui se passe. Une charge électrique, qu'elle soit positive ou négative, une charge électrique crée autour d'elle un espace. Voilà, on va appeler ça un champ électrique. Et cette petite particule électrisée, positive ou négative, crée autour d'elle un champ, c'est-à-dire un espace, une zone, on va dire. Et si par hasard, dans cette zone, une autre particule chargée s'approche de cette zone et pénètre cette zone, dit qu'elle pénètre ce champ, si elle est de signe contraire avec la charge qui a créé ce champ, elle est repoussée. Si elle est négative, elle est attirée. Donc une force apparaît. Alors que la particule était tranquille, une force apparaît. Alors la deuxième chose qui est assez intéressante aussi, alors ça c'est Coulomb qui a découvert ça, la force de Coulomb. Bref, si on regarde aussi une autre expérience, si cette petite particule qui a créé ce champ autour d'elle, si d'un seul coup cette petite particule se mettait à bouger. Alors le plus simple c'est d'essayer d'imaginer que dans un petit fil électrique circulaire, une petite spire, vous faites circuler un courant, et bien d'un seul coup, au milieu de cette spire apparaît un champ magnétique, c'est-à-dire qu'on vient de créer un aimant avec un pôle nord au-dessus et un pôle sud au-dessous. Donc voilà, donc quoi qu'il arrive, ces deux phénomènes font que quelque chose d'immobile devient mobile. Et donc c'est un peu l'ancêtre du moteur éventuellement. Donc le simple fait qu'un courant circule crée autour de lui un champ magnétique. Si quelque chose d'électrisé, disons, passe dans le coin, eh ben, il va se mettre à bouger. Alors après, tout un système peut être fait de telle manière que ce truc puisse bouger d'une façon circulaire pour être exactement comme un aimant. Donc en fait, il faut deux trucs pour fabriquer un moteur. Il suffit simplement d'une petite bobine, c'est-à-dire une spire, ou alors une deuxième spire, une troisième. Bref, disons un assemblage de spires. Au milieu de cette bobine se crée un champ magnétique et tout fil électrique passant dans le coin, tout objet électrisé passant dans le coin va subir une force. Il suffit de bien se débrouiller pour que cette force soit de telle manière que l'objet tourne. Voilà, c'est succinct, c'est très vulgarisé. Voici un petit peu, grâce à ces deux forces qui existent systématiquement dans la nature, on a réussi à faire bouger quelque chose. Bref, le moteur électrique. Et alors justement, Faraday, en bonne voie, ne s'arrêtera pas là.
Alors il lui faudra bien sûr plusieurs autres années d'expérimentation, mais il finit par découvrir en 1930 le phénomène d'induction. Alors ce phénomène donc dont vous vous servez, comme je le disais, pour faire charger votre téléphone sans fil ou chauffer votre poêle, eh bien en gros, et Willy tu vas nous en dire un peu plus, mais ce qu'il a découvert, c'est qu'on pouvait transmettre sans fil de l'électricité, ce qu'il appelait une vague magnétique, en faisant varier un champ magnétique près d'une bobine de cuivre, eh bien, on pouvait produire du courant. Voilà. Alors c'est très simple. Tout le monde a dans son esprit les anciennes bicyclettes avec des petites dynamos. Alors une dynamo, c'est quoi? C'est tout simplement à l'intérieur, il y a un bobinage, c'est-à-dire c'est tout simple, c'est un fil électrique qu'on a fait sous forme de bobine, comme une bobine de fil de couturière. On a fait une bobine et le simple fait de mettre à l'intérieur un aimant sans qu'il touche les fils, et que d'un seul coup, cet aimant, vous le mettez près de la roue qui tourne pour pouvoir faire tourner l'aimant à l'intérieur de la bobine, et bien d'un seul coup, il va se créer un courant qui va allumer votre ampoule. Eh bien, c'est tout simplement, il a découvert tout simplement que, prenez un aimant naturel. Il existe des matières qui sont naturellement magnétiques, c'est-à-dire qu'il y a un pôle nord et un pôle sud. Et d'ailleurs, c'est extrêmement marrant. Je vous ai dit tout à l'heure, une particule électrique peut être positive ou négative, mais un aimant a toujours deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Si vous coupez un aimant en deux, vous avez toujours un pôle nord, un pôle sud, etc. Vous ne pourrez jamais avoir un monopôle, c'est-à-dire séparer un pôle nord d'un pôle sud. Bref, le simple fait de faire bouger un aimant près d'un fil électrique crée un courant dans ce fil électrique. Alors c'est un petit peu facile à imaginer. Imaginez-vous, vous êtes dans le fil électrique. Le fil électrique, c'est quoi? C'est du cuivre, c'est des atomes de cuivre les uns à côté des autres. Et ces atomes de cuivre, ils ont des électrons qui tournent autour, mais les électrons les plus éloignés peuvent facilement partir. Donc ils peuvent devenir libres. Donc ces électrons, qui sont des charges négatives, vont se mettre à bouger dès que le champ magnétique va se mettre à varier, donc avec la roue de la dynamo par exemple. Et là, automatiquement, chose assez incroyable, on pouvait fabriquer de l'électricité sans contact. Voilà, en simplifiant au maximum la notion d'induction. L'induction aussi, c'est, vous avez des fours à induction. L'induction est telle que lorsqu'un aimant et un circuit se mettent à bouger l'un à côté de l'autre, donc il y a tous ces phénomènes que je viens d'expliquer, mais en même temps, sachez que le courant passant dans un circuit chauffe. C'est des radiateurs électriques, une chaleur se dégage. Donc grâce à l'induction, on est capable de faire des fours à induction, des plaques à induction. On peut même recharger un téléphone grâce à l'induction. Donc tout ça, c'est sans contact. Et alors, dans toutes ces découvertes, eh bien, Faraday était embêté. Il cherchait à comprendre comment toutes ces actions qu'il avait découvertes, pouvaient se produire à distance. Comment cet aimant pouvait tourner, ou ce fil pouvait tourner sans contact. Comment le courant pouvait être généré sans contact. Et un peu à la façon de Newton, qui avait découvert la gravité, mais qui ne comprenait pas comment les forces des corps s'exerçaient les uns sur les autres à distance, et cherchait et n'a jamais trouvé, bien Faraday se met à imaginer, lui, des petites lignes de flux partout autour de nous, qui seraient donc les vecteurs de cette perturbation électromagnétique. Et alors cette hypothèse sera complètement rejetée par les scientifiques de l'époque, par manque de rigueur mathématique, mais il a bel et bien raison à ce moment-là, le monde ne le sait pas encore, et tout cela encore une fois sans la moindre connaissance mathématique, au-delà de la trigonométrie. En tout cas pour Faraday, il faudra attendre 30 ans avant que ses travaux ne soient étudiés et pris au sérieux par Maxwell, qui est lui un excellent physicien, théoricien et mathématicien, qui va aboutir à une forme simplifiée de toutes ces découvertes sous la forme de 4 équations qui forment la théorie des champs, dont il reprend l'idée donc de Faraday, de ces lignes de flux qu'il appelle dorénavant lignes de champ tout autour de nous, qui sont donc les médiums de l'information et qui permettent d'expliquer tous les phénomènes magnétiques et électriques. Pour donner un peu plus de détails sur cette notion de théorie des champs, alors je vous ai dit tout à l'heure qu'une charge électrique, quand elle est disposée dans un endroit bien précis, autour d'elle, il se crée un champ électrique. C'est une zone de l'espace dans laquelle, si une autre charge électrique passe dans le coin, elle est soit attirée, soit repoussée. Un champ magnétique, c'est à peu près pareil. Vous pouvez faire l'expérience, prenez un petit aimant et mettez-le sous une feuille de papier et saupoudrez de petites limailles de fer. Vous allez voir des lignes de champ. C'est très joli. Ça ressemble un petit peu. Il va se créer un champ magnétique. C'est là encore
une zone de l'espace, autour de la spire, où il existe un champ magnétique. Alors ce champ magnétique, c'est extrêmement bizarre. Ce champ électrique aussi, c'est extrêmement bizarre. Il a mathématisé tout ça en expliquant que ce champ magnétique était invisible, bien sûr, mais mesurable. Et donc, on va faire une petite expérience vraiment très simple. Vous imaginez, vous avez une pile électrique classique, et puis vous avez un chewing-gum de la marque Hollywood Chewing Gum. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un chewing-gum et qui est au milieu de 2 petites feuilles de papier aluminium. Bon, voilà. Vous avez là, devant vous, ce qu'on appelle un condensateur. Vous prenez ce chewing-gum, vous branchez le pôle positif sur une des feuilles et puis le pôle négatif sur l'autre côté du chewing-gum. Voilà. Vous laissez quelques temps et il se passe un phénomène que l'on va appeler la condensation. C'est-à-dire que les électrons qui sont sur le papier d'aluminium qui est branché d'un côté, eh bien, vont être attirés par l'autre et vont se condenser de l'autre côté. Ce qui fait que vous avez fabriqué ce qu'on appelle un condensateur. C'est-à-dire, d'un côté du chewing-gum, il manque des électrons. De l'autre côté du chewing-gum, il y a énormément d'électrons. Vous le laissez tranquille, il ne se passe rien. Maintenant, vous fabriquez une petite bobine. Avec du fil électrique, vous en faites une bobine comme une bobine de fil de couturière, et puis vous branchez les 2 fils des 2 côtés du chewing-gum. Vous avez donc une bobine branchée sur un chewing-gum. Et là, si vous observez bien, en faisant quelques petites mesures, vous allez vous apercevoir, il va y avoir un courant électrique qui va se former et qui va sans arrêt tourner à droite, à gauche, osciller. Il va sans arrêt osciller. Donc voilà, donc vous avez créé un courant alternatif. Bon, bien sûr, en vrai, il va vite s'estomper. Mais imaginons l'idéal, qu'il n'y ait pas de résistance, qu'il n'y ait pas de frottement et que dalle. Bref, si maintenant vous prenez une petite bobine, vous la plantez en terre et vous mettez la deuxième bobine face à la première bobine du petit circuit que vous avez fabriqué. Eh bien, vous regardez juste ce fil planté en terre avec ce petit bout de bobine, vous allez vous apercevoir qu'il existe un courant qui va osciller dans ce petit filament. Il y a eu une transmission entre la première bobine et la seconde bobine. Ça veut dire que le champ magnétique a créé la première bobine avec son petit courant qui n'arrêtait pas d'alterner, eh bien, a transmis dans l'espace un champ magnétique qui va faire tourner les électrons dans la seconde bobine. Eh bien, vous avez transmis un champ magnétique. Mais en même temps, un champ magnétique n'est pas tout seul, puisque ce sont des électrons. Si vous avez transmis un champ électromagnétique. La notion de champ est absolument fondamentale. Et donc, la première petite bobine dans laquelle circule un courant qui va bouger, qui va alterner, va créer dans une bobine un peu plus loin un courant qui va alterner dans ce fil planté en sol et qui va être siège d'un courant qui va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Avec la même fréquence ou même période du courant primaire, c'est-à-dire du chewing-gum avec la petite bobine. Donc le courant de la bobine et du chewing-gum fait 50 fois par seconde, et bien dans le fil qui va être vertical, il y aura aussi un courant qui va monter et descendre 50 fois par seconde. Ce 50 fois par seconde, on l'appelle 50 Hertz. On a donné cette unité 50 Hertz. 50 Hertz, on va appeler ça une fréquence. 50 Hertz, c'est très bas. Mais on peut se débrouiller à faire en sorte que le circuit primaire puisse aller à 100 Hertz, 1000 Hertz, 10 000 Hertz, etc. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une onde électromagnétique de différentes fréquences. Alors, vous avez toutes sortes de fréquences, toutes sortes d'ondes électromagnétiques. Là, par exemple, les grandes ondes qui sont dans les radios, dans les anciennes radios, elles étaient en kilohertz, en milliers d'hertz. Maintenant, actuellement, les ondes électromagnétiques qui sont transportées pour avoir la radio en modulation de fréquence, c'est de l'ordre de 100 millions d'hertz. Puis après, vous avez les ondes, les micro-ondes. Et puis après encore, les ondes Wi-Fi, les ondes Bluetooth, tout ça se mesure en gigahertz. Alors imaginez des circuits où les allers-retours de ce petit courant se mesurent en milliards d'allers-retours. Alors que, donc on s'est dit, tiens, voilà l'onde électromagnétique, et ça permettait après éventuellement d'envoyer des messages, un petit peu comme va expliquer Maxence dans quelques minutes. Mais alors le truc qui était le plus dingue, c'est que si vous arrivez à faire en sorte que la fréquence d'aller-retour du circuit primaire est de l'ordre de 10 puissance 15 Hertz, c'est-à-dire 100 000 gigahertz, enfin bref, c'est des chiffres énormes. Là, d'un seul coup, ça veut dire que c'est de la lumière. Ah, la stupeur est immense, parce que la lumière est vraiment une onde électromagnétique. La question était de savoir, qu'est-ce qui existe dans la nature qui fait qu'il y ait des circuits électriques qui circulent avec des fréquences aussi énormes? Eh bien, on a pensé au départ que c'était les électrons qui circulaient autour des noyaux.
Et bon, ça a été la première hypothèse de, voilà, la lumière a été créée par cette rotation d'un électron autour d'un noyau dans un champ magnétique. Voilà l'époustouflante découverte de Faraday et de Maxwell. Et Maxence va vous en dire un peu plus. Effectivement, comme le disait Willy, finalement, Maxwell a découvert presque, j'allais dire, pas par hasard, mais on va dire que c'est la conclusion presque magique de cette découverte, de ces équations, parce que Maxwell, grâce à ces équations, décide de calculer la vitesse à laquelle doivent normalement se déplacer ces perturbations électromagnétiques. Et comme l'a dit Willy, eh bien, il tombe sur une vitesse qui est celle de la lumière, ce qui le conforte dans l'idée que la lumière est bien une onde électromagnétique. Finalement, il découvrira le spectre, comme l'a dit Willy, complet, si on peut dire, de ces ondes, donc le visible, qui est finalement une toute petite partie de ce spectre, et puis les ondes radio, les hautes fréquences, les micro-ondes, et puis tout ce qui a été découvert par la suite, rayons X, gamma, etc., tout ceci appartiennent au grand spectre des ondes électromagnétiques. Et donc, ce sont les découvertes de ces deux hommes respectivement qui vont changer la face du monde, que ce soit la création des moteurs, d'appareils électriques pour l'industrie, mais surtout l'idée que ces ondes radio, notamment, puissent être émises par un appareil fonctionnant par l'induction, justement, qui sont transmises puis lues par un autre appareil, tout cela à distance. Eh bien, c'était le début des télécommunications. Imaginez rien que pour écouter cet épisode, je parle à travers un micro qui n'est rien d'autre qu'une petite bobine dans laquelle une membrane chargée électriquement bouge par rapport à la pression de l'air, et donc la bobine produit un petit courant électrique. Vous écoutez ce podcast via la Wi-Fi qui est transmise par des ondes radio grâce à un champ magnétique. Et puis vous écoutez ce podcast avec peut-être des écouteurs sans fil, Bluetooth, qui est une technologie qui, encore une fois, marche avec les ondes radio. Et enfin, le son de vos écouteurs ou de votre enceinte est généré par le courant électrique à la manière de mon micro qui va faire bouger une membrane pour produire le son. Ainsi, rien qu'en écoutant ce podcast, nous venons de lister pas moins de 4 utilisations de l'électromagnétisme. Et puis dans d'autres domaines, comme la médecine par exemple, l'électromagnétisme est utilisé pour tout ce qui est imagerie médicale, des IRM aux scanners en passant par les radios, et puis comme je le disais en introduction, des dispositifs non invasifs qui permettent l'ablation de tumeurs ou la réparation de la aorte par de très hautes fréquences appliquées sur une petite partie métallique qui produit donc de la chaleur, ou encore la luminothérapie, un traitement de fond qui permet la cicatrisation de traitements de problèmes de peau, notamment grâce aux infrarouges. Et enfin, une dernière application, si on peut dire, de l'électromagnétisme, bien avant même la découverte de ces principes et des premières inventions de l'homme, la nature elle-même s'est appropriée les propriétés de l'électromagnétisme il y a déjà plusieurs millions d'années. L'exemple le plus parlant et le plus extraordinaire que je vais vous raconter est celui de la vue. En effet, lorsque la lumière pénètre dans notre œil, elle est transformée en courant électrique interprétable par le cerveau. Mais comment cela est possible ? Eh bien, grâce à une petite molécule se situant dans les cellules réceptrices appelée le rétinal. Et en absorbant une particule de lumière, eh bien, ce rétinal change de forme et donc sa polarisation change également. Et tout autour d'elle se trouvent 6 grandes molécules qui s'appellent des opsines et qui ont une forme hélicoïdale qui ressemble à une bobine. Vous voyez donc peut-être où je veux en venir. La molécule de rétinal située entre ces molécules en forme de bobine change de forme et donc de polarisation et va elle-même faire varier la polarisation au sein de ces grandes molécules grâce à un tout petit champ magnétique donc qui va produire un déplacement d'électrons dans ces molécules en forme de bobine. Certains des atomes de ces molécules se retrouvent alors ionisés et sont donc capables de créer et de transporter des courants électriques, engendrant donc des impulsions qui affectent donc les fibres du nerf optique. En d'autres termes, on a ici un système qui fonctionne comme un tout petit aimant à l'intérieur d'une bobine qui, en bougeant, va induire une variation du champ magnétique et donc un courant dans la bobine. Tout ça à l'échelle atomique dans notre œil. L'électromagnétisme, vous l'aurez donc compris, est indissociable du vivant. J'espère qu'avec toutes ces explications vulgarisées à l'extrême, on a pu vous faire prendre conscience peut-être de l'immense découverte d'un petit gars qui était tranquille en Écosse. Il a simplement imaginé, rêvé. Bref, il a réussi à transformer le 19e siècle, puis le 20e siècle, puis maintenant le 21e siècle en un truc assez incroyable. On est entouré d'ondes et ça a permis d'énormes progrès pour l'humanité. Voilà, c'est sur cette note à chaque fois positive qu'on va se quitter. Soyez finalement comme Faraday, restez
curieux du monde qui vous entoure, essayez de le comprendre. Merci encore à toi Willy pour tes explications claires et limpides. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode de Mais à quoi ça sert, et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux ou à aller écouter l'autre émission de Willy, Poussière d'étoiles. À bientôt.